Europe 1. 8h13, votre invité ce matin, Sonia Mabrouk, Michael Perromort, chef du service d'urologie de l'hôpital Cochin à Paris. Et auteur du livre Hôpital, ce qu'on ne vous a jamais dit. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour professeur Perromort. Bonjour. Avant de parler de nouveau de vaccination, de variole du singe et autres, on est à peine sorti, et encore pas tout à fait, de toute cette période pandémique. Professeur Michael Perromort, qu'est-ce qui vous aura le plus marqué ? Ce qui m'aura le plus marqué ces dernières années, c'est d'abord le confinement et ensuite le pass vaccinal. Des mesures qui, pour moi, étaient inimaginables au XXIe siècle, des mesures alimentées surtout par la peur, finalement, des mesures qui n'ont pas permis de juguler l'épidémie, d'influencer le cours de la propagation, des mesures qui ont fait beaucoup de dégâts et qui ont été une immense gabegie d'argent public. Oui. Avec le recul, je ne suis finalement qu'à moitié étonné que le gouvernement ait pris ces mesures. On a plutôt l'habitude d'avoir des mesures discutables et coûteuses. Mais ce qui m'a le plus choqué, pour répondre vraiment à votre question, c'est qu'autant de gens adhèrent, et en particulier les médecins, que ce soit ceux du conseil scientifique ou ceux qu'on a vus dans les médias, que des médecins valident et parfois poussent pour que ces mesures soient mises en place, m'a beaucoup heurté. D'abord parce que les médecins auraient dû avoir la clairvoyance, prévoir que les confinements allaient faire des dégâts sociaux et même sanitaires très importants. Et ensuite parce que les médecins auraient dû quand même, de mon point de vue, s'opposer au pass sanitaire qui est antidéontologique. Mais comment, professeur, parce que si on rembobine le film, comment est-ce qu'ils auraient pu, on aurait tous pu d'ailleurs anticiper une telle période? On a l'impression ce matin que vous en voulez à vos collègues médecins. Je suis simplement surpris qu'il ne se soit pas davantage opposé, qu'il n'ait pas été davantage critique à des mesures liberticides et surtout inefficaces. Quand on fait le bilan du confinement, le bilan n'est pas bon. Et quand on fait le bilan du pass sanitaire, il n'est pas bon non plus. Et donc, encore une fois, que les politiques dans l'urgence aient été contraints de prendre ces mesures, ça ne m'étonne qu'à moitié. Mais que mes collègues médecins, beaucoup de médecins, aient poussé pour que ces mesures soient prises, ça, c'est ce qui m'aura le plus marqué. Mais je vais l'épidémie. poser la question plus directement. Est-ce que vous pensez que certains médecins avaient des intérêts par rapport à leur lien au laboratoire pharmaceutique? C'est tout à fait possible. Alors ça, vous n'en avez pas, vous, professeur? Non, moi je n'ai aucun conflit d'intérêt. Alors il se dit, je n'en sais rien, que certains médecins ont des conflits d'intérêt avec les laboratoires. Peut-être que ceci explique cela. Je n'irai pas leur jeter la pierre, je n'en sais rien, mais en tout cas, je pense qu'ils n'ont pas été clairvoyants. Dans tout ce personnel, il y a aussi évidemment les soignants non vaccinés. La question se pose aujourd'hui au regard de notre situation, de la situation sanitaire. Est-ce qu'il faut les réintégrer, tous ces personnels soignants non vaccinés ? Alors d'abord, il n'aurait pas fallu les exclure, ça c'est certain, surtout qu'on est en pénurie de personnel depuis bien longtemps. Maintenant, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, moi je suis très très favorable à ce qu'on réintègre les soignants. Le seul problème, à mon avis, c'est que si on le faisait, et quand on le fera plutôt, puisqu'on finira par le faire, je ne pense pas que beaucoup reviendront. C'est-à-dire, vous pensez qu'ils sont perdus, entre guillemets, oui. Ah oui. D'abord, beaucoup ont changé de métier, parce que ça a été vécu pour eux comme une humiliation. D'autres sont partis à l'étranger. Vous savez qu'en Suisse, au Luxembourg, même au Canada, en Belgique, on est beaucoup plus accueillant avec les soignants, les conditions d'exercice sont plus favorables et il n'y a pas forcément eu de passe vaccinal pour eux. Donc on a eu une hémorragie de soignants et malheureusement on ne les rattrapera pas tous. Avant de venir, professeur Michael Perromort, à la situation de l'hôpital, revoilà les recommandations pour la vaccination contre le Covid. La Haute Autorité de la Santé qui recommande un rappel du vaccin à l'automne pour les plus fragiles d'entre nous, sans compter peut-être la vaccination face à la variole du singe, justement pour les soignants et les cas contacts, comme le dit la ministre de la Santé. Qu'en pensez-vous ? C'est difficile pour moi de me prononcer sur ce sujet, mais je pense que tant que ça reste une recommandation, j'adhère. Là où je ne suis plus d'accord, c'est quand c'est une obligation. Et la situation, je veux dire, la frontière est parfois ténue. Exactement. On va rapidement passer de la recommandation à l'obligation. Exactement. La situation à l'hôpital, professeur Perromort. Tout d'abord, une question très concrète et pratique. Pour accéder à l'hôpital, il faut toujours présenter son pass ? Oui, alors peu de gens le savent. Peut-être que vos auditeurs n'en sont pas conscients, mais quand vous vous rendez à l'hôpital, il faut toujours, et c'est dommage de mon point de vue, présenter un pass sanitaire. Soit
vous avez un certificat de vaccination, soit il faut un test négatif, ce qui me paraît encore une fois totalement disproportionné puisque nous n'avons plus de forme grave aujourd'hui de Covid. Donc on est très très en retard à l'hôpital. Ce d'autant qu'il y avait eu une estimation qui avait montré que les frais liés aux ressources humaines nécessaires pour contrôler les passes sanitaires à l'hôpital, à l'entrée de l'hôpital, s'élèvent à 60 millions d'euros par mois pour l'hôpital public. Et croyez-moi, on en aurait besoin pour d'autres investissements. Maintien du pass et autres questions concrètes, aussi le masque qui est toujours de rigueur. Le masque, alors ça c'est très étonnant, l'hôpital doit être aujourd'hui encore le seul endroit où tout le monde doit porter le masque. Est-ce si étonnant que cela? Les soignants, les administratifs, oui. Les patients. Moi je le déplore à titre personnel, encore une fois pour une raison simple, c'est que le virus circule moins maintenant et surtout, la plupart des gens qui ont un Covid aujourd'hui sont soit asymptomatiques, soit simplement enrhumés. Donc il faut peut-être abolir le masque et on verra si un jour, à nouveau, il y a une nouvelle vague avec des formes graves. Bien sûr, je ne serai pas contre le fait qu'on le reporte. Mais aujourd'hui, ça n'est plus d'actualité. Alors, ce qui est d'actualité, professeur Mickaël Perromort, c'est le diagnostic sur l'hôpital, des urgences qui ferment. On en parle tous les jours, ici même à Europe 1. Le phénomène est connu depuis un certain temps, mais diriez-vous qu'on a franchi un palier? Ah oui, alors là, l'hôpital était au bord du précipice. Et là, on est dans le précipice, c'est-à-dire que beaucoup de services ferment, pas uniquement les urgences d'ailleurs, mais des services de soins conventionnels un peu partout en France. Dans tous les hôpitaux, vous avez des services en difficulté. Je peux vous donner un exemple. Votre quotidien? Oui. Par exemple, à l'hôpital Cochin où je travaille, le service d'urologie a toujours 30% de ses salles d'opération fermées. Donc chaque semaine, on est obligé encore de reporter les patients. Et ça n'est pas du tout lié à l'épidémie. Quel type de patients? Vraiment pour qu'on soit concret pour nos auditeurs, professeur Mickaël Perromort, donc vous annulez des opérations? On annule, on reporte des opérations, parfois plusieurs fois, ce qui est douloureux et même parfois dangereux pour les patients. Donc, bien évidemment, on priorise, on garde les gens qui ont un cancer et ceux qui ont des urgences, et les semi-urgences ou les patients qui ont une pathologie moins urgente à traiter, eh bien, on les reporte. Avec toutes les conséquences psychologiques, évidemment. Bien sûr, et même parfois sanitaires, parce que quelquefois, vous avez une maladie qui n'est pas dangereuse à intenter, mais qui progresse et qui peut le devenir 3 mois plus tard. Mais là, c'est tout l'accès aux soins qui est atteint, qui est fragilisé. Bien sûr, ça fait longtemps que la France est un énorme désert médical, mais là, ça s'est creusé. On a perdu nos soignants. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est pathétique, qui est douloureux, mais on a vraiment perdu beaucoup de soignants à la suite de la crise. Vous dites ça fait longtemps, professeur Mickaël Perromort, mais on a cru à un moment qu'on était, c'était la réalité, épargné par rapport à d'autres pays. Et là, on a l'impression qu'on atteint véritablement le niveau d'autres pays. Alors, jusque dans les années 2000, le système de santé français était considéré comme le meilleur au monde. Il s'est beaucoup dégradé. Ça fait des années qu'on perd du personnel, mais ça fait des années aussi que les gens qui nous dirigent mettent la poussière sous le tapis. C'est vrai pour ça, comme c'est vrai dans d'autres domaines, l'éducation par exemple. Et donc là, au moins, la période que l'on vit actuellement a un mérite, c'est de mettre au jour, de révéler au grand public le fait que le système de santé français est brisé. Ça va donc brisé, vos mots sont forts. Les mots sont forts, mais ils traduisent la réalité. Ça va sans doute obliger le gouvernement à prendre des mesures. Oui, mais encore faut-il voir, vous l'espérez, parce qu'encore faut-il identifier les vrais problèmes. Alors, question directe, est-ce que c'est uniquement un problème de moyens? Non, je ne le crois pas. La France dépense beaucoup, en fait, pour la santé dans sa globalité. C'est 11,3% du PIB. On est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE. Le vrai problème qu'on a, c'est que les moyens sont mal affectés. Ils sont affectés au mauvais endroit. On a en France une particularité, c'est une suradministration, une technostructure qui est extrêmement lourde et très coûteuse. On a une vingtaine d'agences nationales de santé, ce qui complique d'ailleurs beaucoup les schémas décisionnels. On a 18 agences régionales de santé, on a des groupes hospitaliers de territoire, on a des CPTS, des communautés professionnelles territoriales de santé, on a un millefeuille très lourd où beaucoup d'argent s'en va. Et finalement, là où on a besoin de l'argent, c'est-à-dire au lit des malades et dans les cabinets des médecins, eh bien, il n'y en a plus. Ce d'autant, je tiens à dire à vos auditeurs qu'on est un pays très généreux sur le plan financier. On finance des bons de transport qui sont souvent indus. On a une médecine qui est quasiment gratuite avec un reste à charge qui est très faible, qui est inférieur à 7%. Donc, l'accès aux soins est très généreux. Je vais vous donner un exemple, un seul exemple. Vous savez que dans l'hôpital public,
2/3 des passages aux urgences Oui. font l'objet d'une facturation qui sont envoyés ensuite aux patients quelques semaines plus tard. Eh bien, 2/3 des passages aux urgences ne sont jamais payés par les patients. 2/3, ce qui est absolument considérable. Donc, vous voyez, l'argent, il est là, Oui, mais professeur, très généreux, est-ce que ça veut dire, est-ce qu'on vous entend ce matin, vous dites trop généreux? trop généreux. Trop généreux. Je pense qu'il y a Il y a trop une de partie gens... de la classe politique et des Français qui vont hurler à ce que vous dites. Je pense que les gens le savent, simplement il ne faut pas le dire. C'est un tabou, il y en a d'autres, c'est un totem. La sécurité sociale en France est devenue un puits sans fond. Il y a des millions de gens qui sont soignés gratuitement et il y a beaucoup de prestations médicales, en fait, qui devraient être un peu payantes, notamment les soins légers. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, vraiment, tout ça a un coût très, très élevé. Je pense qu'il faudrait mettre à contribution les gens, ce qui permettrait de dégager des économies considérables. Il faut bien sûr, de mon point de vue, réduire la technostructure pour mieux affecter l'argent là où on en a besoin. Ce sont les tableaux Excel aujourd'hui qui commandent, qui prennent les décisions. En grande partie, la France est un pays très bureaucratique, ça je crois que tout le monde le sait, et l'hôpital fait partie des endroits où la bureaucratie est très très lourde. Nos infirmières, par exemple, passent 3, parfois 4 heures par jour devant des écrans, devant des ordinateurs, au motif qu'il faut de la traçabilité, qu'il faut que toutes les consignes soient inscrites, etc. Et finalement, elles n'exercent plus leur vrai métier. Mais professeur Mickaël Permort, est-ce que le mal n'est pas plus diffus? Parlons des déserts médicaux. Que pensez-vous par exemple de l'idée d'imposer aux médecins l'installation dans les déserts médicaux? Vous dites que la France est un immense désert médical. Est-ce que ce serait une solution? Je n'y suis pas favorable ça ne me paraît pas possible. Pour une raison très simple, c'est que ça n'est pas une personne qu'on déplace, mais sa famille. Or, quand on parle de déserts médicaux, on parle de zones rurales qui souvent ne sont pas très attractives, d'une manière générale, ou alors des banlieues difficiles où personne ne veut s'installer. Ça me paraît quand même assez injuste d'imposer à des gens d'aller dans ces régions et surtout avec leur famille. Bien, donc mais alors... le problème est beaucoup plus profond. C'est un problème d'attractivité de ces zones. Mais sur ces zones-là, est-ce que vous avez une proposition concrète ce matin? Alors, moi, j'ai 2 petites propositions très modestes qui, à mon avis, pourraient apporter une petite amélioration sans régler le problème, bien sûr. La première, c'est de conditionner l'autorisation d'exercice des médecins étrangers qui font la demande pour exercer en France, de la conditionner à une installation dans ces zones sous-dotées. Attendez, professeur. Donc les médecins français, on ne les contraint pas, mais les médecins étrangers, on leur impose ce qui est une contrainte pour les médecins français. J'assume. Vous allez déclencher des réactions. Sans doute, mais je l'assume pour 2 raisons. D'abord, les médecins étrangers ne sont pas encore enracinés à un endroit, donc ils sont plus mobiles. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième, c'est que c'est donnant-donnant. C'est-à-dire qu'on les autorise à venir en France pour exercer dans des meilleures conditions que dans leur pays d'origine, mais en contrepartie, ils doivent faire cet effort. Ça ne me choque pas. La deuxième mesure, qui est un peu plus technique, c'est que je pense qu'il faut revenir à un internat régional. C'est-à-dire que jusque dans les années 80, l'internat était fait par région. Il y en avait 7 ou 8 ou 10, et les internes faisaient leur cursus, leur apprentissage dans les régions, et à la fin, y restaient. Malheureusement, l'internat a été nationalisé, et donc aujourd'hui, tout le monde demande à aller au terme de l'internat dans les endroits les plus attractifs. Voilà 2 propositions concrètes. Je vais vous poser une question très directe. Est-ce qu'il y a encore une politique de santé en France? À mon avis, elle est très insuffisante, voire inexistante. Tous les ministres que l'on voit défiler les uns après les autres tiennent le même discours. Ils disent « je suis là pour garantir à tous l'accès aux soins ». Quoi, c'est une promesse mensongère? C'est un discours creux. En fait, on s'aperçoit aujourd'hui que ce n'est pas les patients qu'il faut cajoler. Il faut prendre le problème à l'envers. Il faut revaloriser les soignants. Il faut rendre de la liberté aux médecins, aux infirmières et les remettre sur le devant de la scène. Le reste suivra. Vous êtes en train de dire qu'on flatte les électeurs sans tenir compte de l'intérêt général? Exactement. Exactement. C'est bien le problème de nos politiques publiques en général. Ceux qui nous dirigent ont tellement peur de l'opinion publique qu'ils prennent des décisions souvent démagogiques, sans aller à la racine des problèmes. Ils ne traitent que les conséquences des problèmes, mais jamais la racine du problème. Quel diagnostic ce matin, professeur Mickaël Permort? Peut-être un mot de conclusion, le sursaut, il arrive? Je n'en suis pas sûr. Je l'attends comme nous tous, mais je n'en suis pas sûr. En tout cas, vous contribuez par vos paroles à peut-être le déclencher, et je vous remercie pour cela. Merci d'avoir été notre invité ce matin, et bonne journée à vous, professeur. Merci.